Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nos invités, deux scientifiques, ont mené une enquête inédite auprès de personnes venues du monde entier et dotées de capacités extrasensorielles comme la télépathie, la clairvoyance, les sorties de corps, la clairaudience. Tenez-vous bien, l'un de ces expérienceurs nous rejoindra en seconde partie de l'émission. Sylvie Détiolaz et Claude Charles-Fourier arrivent tout juste de Genève pour nous dévoiler les résultats de cette enquête sur le plateau. Bienvenue à vous deux. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Et bien sûr, ils sont 100% nature, comme les petits Suisses. C'est Isa et Kevin qui sont à mes côtés. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, et vous? En grande forme. C'est plaisir de vous voir. Plaisir partagé, toujours. Et ben on va commencer alors de parler un peu de l'extraordinaire. Sylvie Détiolaz, Claude Charles-Fourier. Alors, vous avez fondé l'Institut des sciences noétiques à Genève. Pour faire plus simple, c'est que vous avez un peu une école de X-Men, on pourrait dire ça, puisque vous étudiez les états modifiés de conscience de certaines personnes qui auraient des facultés extrasensorielles. Ouais. Alors vous y pratiquez des expériences, mais également vous récoltez des témoignages. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, Sylvie Détiolaz, je vais d'abord m'adresser à vous, puisque vous êtes docteur quand même en biologie moléculaire. Comment une femme scientifique décide un jour de se pencher sur tous ces faits extraordinaires? En fait, j'ai compris assez récemment que ça venait de très tôt dans ma vie, très jeune. J'avais moi-même des ressentis, que ce que je voyais, ce que je sentais n'était pas la réalité, qu'il y avait quelque chose derrière. Mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, donc c'est plutôt quelque chose qui m'inquiétait quand j'étais petite. J'en parlais aux autres et personne ne comprenait de quoi je parlais. Et puis à l'adolescence, ça s'est transformé en grand questionnement un peu existentiel. D'où vient-on? C'est quoi l'univers? Etc. Et là, j'ai rencontré la science, donc je me suis dit, je vais trouver mes réponses. La science va m'aider à trouver mes réponses. Et puis voilà, je me suis intéressée à l'astrophysique, à la biologie. Et puis il y avait toujours une espèce de frustration parce que j'avais l'impression que je passais à côté de ces grandes questions parce que la science n'avait pas les moyens d'y répondre. Et puis un jour, alors que je faisais ma thèse de doctorat à l'Université de Genève, j'ai découvert les expériences de mort imminente à la lecture d'un livre qui s'appelle La Source Noire de Patrice Van Hersel. Et moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que je cherchais depuis toutes ces années. Parce que c'est impossible de s'intéresser justement à ces sujets sans avoir continuellement à l'esprit les grandes questions existentielles. Et en plus, ça me permettait d'avoir ma démarche scientifique. Donc ça a été le point de départ, en fait. Alors, justement, on va revenir justement sur ces expériences et ces études. Claude Charles-Fourier. Alors vous êtes psychothérapeute. En fait, finalement, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes psychothérapeute. Oui. J'ai dit scientifique tout à l'heure, mais... Petit à petit, je deviens quand même un peu scientifique. J'ai des teintes sur lui. J'imagine. Et vous, j'imagine aussi, exactement. dans l'autre sens. Oui, totalement. Oui. Vous êtes psychothérapeute, oui. Vous vous intéressez aux états modifiés de conscience. Est-ce qu'il y a eu un point de départ, quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous avez voulu... comprendre finalement tous ces témoins, ces expérienceurs qui viennent vous voir dans cet institut. Oui. Exactement, le mot comprendre est important. Personnellement, j'ai vécu, personnellement, j'ai vécu quand j'étais jeune certaines expériences, puis un peu plus tard, toujours quand même dans ma jeunesse, j'ai vécu une expérience très intense qui m'a quand même mis dans une grosse problématique. De ce fait, j'ai dû faire tout un suivi, comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était? Moi, je veux savoir. Oui. Je vais faire simple. C'était ce genre d'expérience où l'individu se dissout dans le tout. Voilà, c'est peut-être le plus simple. Donc c'est une sorte d'illumination, une sorte d'éveil où, à un moment donné, vous ressentez que vous ne faites qu'un avec le macrocosme. Exactement. Mais c'est presque plus que ça. Oui, et c'est d'ailleurs l'ambiguïté, parce qu'à un moment donné, quand on n'est plus qu'un, on n'a même plus conscience d'être un, on est le tout. Mais après, quand le mental s'est remis en route, quand le mental s'est remis en route, on est un. Et quand on est un devant le tout, là, à ce moment-là, il y a une chute qui est très dure. Et après, donc, il y a tout un... Pourquoi la chute est dure? Parce que lorsqu'on ressent, j'imagine que l'émotion, c'est une joie suprême de vivre ça. Il n'y a pas de plus belle joie, finalement, que de ressentir cette unité. Pourquoi, justement, vous ressentez que derrière, c'est un obstacle? C'est-à-dire, tant que l'être est dissous dans le tout, évidemment, il n'existe plus, il n'a plus de mental. Mais quand l'expérience commence à se laisser un peu
dilué. À ce moment-là, le mental revient. Et alors, c'est là où c'est très dur, puisqu'on est quand même le seul être de l'univers. Et là, c'est une angoisse terrible. On n'est pas préparé à vivre ça. Tant que le mental n'est pas là, c'est possible. Mais une fois que le mental revient, c'est une expérience terrible. De ce fait, j'étais amené après à faire tout un travail par rapport à ça. Et de ce fait, j'ai été amené à m'occuper, avec Sylvie, donc des personnes qui vivent certains états pour les rassurer, pour leur donner des indications, pour les accompagner au fur et à mesure. Voilà, entre autres pour les étudier. Parce que, excusez-moi, mais ça m'intéresse quand même de savoir comment, à un moment donné, voilà, on est curieux. Comment vous êtes arrivé à vous fondre comme ça dans l'univers et de ressentir que vous ne faisiez qu'un? Ça reste mystérieux, justement. Vous vous êtes levé un matin, vous êtes tombé, ça après un accident? Oui, c'est presque ça. On attend de savoir. C'est presque ça. J'étais assis sur un canapé chez des amis, puis tout d'un coup, ça s'est déclenché. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand l'expérience se déclenche, il n'y a pas d'inquiétude. Enfin, personnellement, c'était ça. J'avais une préscience de ce qui allait se passer. Donc, j'ai laissé la chose se faire. Alors, Connexion, c'est le titre de votre tout nouveau livre, hein, une enquête, où particulièrement, en fait, vous vous penchez justement sur ces états motivés de conscience et la clairaudience. En seconde partie de l'émission, Nicolas Fraisse va nous rejoindre, un témoin, un expérienceur, qui justement lui aussi a cette faculté d'entendre des voix. Là, je suis très intéressée de savoir d'ailleurs si c'est une voix de l'extérieur ou intérieure, de faire un peu la différence sur ça. Alors, quand on ouvre la première page, hein, c'est Karine. C'est vrai, hein, Karine est assise en tailleur sur le canapé en face de nous. C'est vrai que j'aurais pu vous accueillir comme ça à la maison. Bon, après, elle a les yeux bleus, donc là, la comparaison s'arrête. Qui est Karine dans votre livre et tous ces protagonistes, Sylvie Détiolaz? Et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ce matin, justement, sur ces facultés extrasensorielles? Alors, Karine fait partie des 9 personnes qu'on a sélectionnées, qui sont nous, on les appelle des personnes réceptrices, c'est-à-dire qu'elles ont la faculté d'entendre des messages, de recevoir des messages. Elles peuvent poser une question, elles ont un message qui vient. Alors, elles ne le vivent pas toutes de la même façon. Certaines entendent une voix à l'extérieur, d'autres c'est dans leur tête, d'autres c'est un mélange d'images et de sons. Enfin, voilà, elles ont différentes capacités, mais au bout du compte, elles peuvent écrire un texte qui répond à des questions. Et en fait, peut-être, on peut revenir sur la genèse de pourquoi on a fait cette étude. Bien sûr, allez-y. C'est que donc on a travaillé pendant 10 ans avec Nicolas Fraisse parce qu'il vit des sorties hors du corps, donc c'était un sujet qui nous intéressait. Et parallèlement à ça, on avait mené une expérience pour tester ses capacités de clairvoyance, donc deviner quelle était une image enveloppée dans enfermée dans une enveloppe. Je me rappelle très bien, c'était avec Frédéric Lenoir. Voilà, exactement. On était venu présenter ça. Donc une expérience qui était très rigoureuse, qui avait été faite sous contrôle d'huissier, tout avait été préparé, les enveloppes étaient scellées, etc. Et pendant ce processus, Nicolas a vécu pour la première fois de sa vie ce phénomène de clairaudience, c'est-à-dire que tout d'un coup, on lui a dit « ça va pas assez vite ». Et à partir de là, il a commencé à recevoir des indications auditives qui lui permettaient de faire son choix. Ensuite, on lui proposait 4 images et il devait sélectionner celle qui avait été enfermée dans une enveloppe. Et il a pu faire son choix très facilement. Nous, on pouvait le faire aussi, d'ailleurs. Il nous donnait les textes, on pouvait aussi trouver l'image correspondante, tellement c'était précis. Et il a obtenu un taux de réussite de 79%, ce qui est hallucinant pour une expérience de ce type qui tourne en général autour de 30%. Et donc, il y a eu ce phénomène, nous, qui nous a beaucoup interpellés. À vivre, c'était très fort, parce qu'on a senti qu'il se passait vraiment quelque chose d'étonnant. Nicolas avait l'impression que c'était c'était plusieurs voix à l'extérieur de lui, qui lui murmuraient à l'oreille, que c'était vraiment quelque chose qui venait d'ailleurs. Donc, il a été aussi très, très impacté. Et donc, on a décidé de publier ça dans notre livre. À la suite de ça, on a continué à poser à Nicolas des questions, mais cette fois des questions plus intéressantes, mais toujours des questions sur l'avenir, par exemple? Sur la vie, sur des messages d'une sagesse qui viendrait un petit peu de l'univers. Voilà, ou même des questions qu'on appelle les guides, les anges, les êtres célestes. On ne savait pas à qui on s'adressait. Chez lui, c'est très impersonnel, les messages. Donc je lui poserai la question tout à l'heure. On n'a pas l'impression qu'il y a une entité en particulier, c'est très impersonnel. Et on a obtenu des textes d'une beauté incroyable, justement très spirituelle, qui nous ont rappelé par exemple le dialogue avec l'ange. Et on s'est dit, mais c'est pas arrivé par hasard. Pourquoi, dans un cas très scientifique, ce phénomène se produit?
Et ça nous a tellement interpellés qu'on a décidé de monter une étude sur le phénomène. Et là, il y a plein d'autres gens qui nous ont contactés à la sortie du livre pour nous dire « mais moi aussi, je vis ça, moi aussi, je reçois des messages ». Alors justement, parce que Isabelle, vous aussi, vous avez ces facultés de rentrer en état modifié de conscience et d'avoir des messages. D'ailleurs, tout à l'heure, on a toujours une petite guidance collective en seconde partie de l'émission. Pas facile quand même pour une personne lambda, par exemple Kevin, qui est beaucoup plus sceptique sur ce sujet-là, et on en parlera dans quelques instants. Mais Isabelle, comment croire que c'est possible que vous ayez comme ça Vous êtes clairaudiente, vous aussi. Tout à fait. Après, le but n'est pas forcément de convaincre à tout prix. Moi, j'adore débattre avec des personnes qui pensent absolument pas comme moi. Donc, on peut me traiter de... c'est grave, si ça fait plaisir. Vous l'êtes un peu quand même. Pas la lumière à tous les étages, mais c'est pas parce que en fait il y a une différence entre ça n'existe pas et ce n'est pas prouvé scientifiquement. Complètement. Il y a une grande différence entre les deux. Après, on peut partir soit sur l'empirisme, c'est-à-dire vraiment sur l'expérience, sur tout ce qui a été vécu encore et encore, et puis sur une question de ressenti. Tout à fait. Bien sûr. C'est de l'instant présent. Et je m'arrête là. Et justement, alors, comment vous pouvez aujourd'hui... Vous ne l'affirmez pas. Ça ne peut pas être prouvé scientifiquement, finalement, ce genre de voix. Alors ça, c'est notre Quel conclusion. est le but, finalement, que vous avez... Quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers ce livre-là, Connexion, que toutes ces facultés existent? Alors, oui, c'est-à-dire que nous, on est parti avec cette démarche assez scientifique, où on s'est dit, s'ils ont tous accès à une dimension dans laquelle il y a des entités qui peuvent répondre à des questions, on devrait avoir à peu près les mêmes réponses. Si on commence à avoir des réponses qui partent dans tous les sens, on pourrait commencer à se douter à supposer que c'est leur imagination. Donc ça, c'était le point de départ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des réponses extrêmement cohérentes, les unes avec les autres. Et en plus, celles de Nicolas, auxquelles il répond toujours, elles sont toujours enfermées dans une enveloppe. Donc Nicolas répond sans connaître la question. Ces réponses étaient aussi cohérentes avec celles des autres. Donc pour nous, ça nous a quand même convaincus qu'il y avait quelque chose, vraiment un phénomène d'un autre ordre. Mais petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que le contenu des messages est devenu presque plus important que notre démarche. On s'est laissé complètement embarquer dans le message spirituel qui vous donnait des clés pour votre propre vie, finalement. Qui était tellement fort. Et en plus, on a vécu... C'est-à-dire que par moments, nous, on a ressenti des présences s'installer dans la pièce, on a ressenti des choses très fortes. Par moments, on a reçu nous-mêmes des messages. Et c'est ce que Isabelle disait, c'est qu'il y a un moment où quand ça passe dans le vécu, on peut plus en douter. Et là, on se voit que la démarche scientifique, elle s'arrête. Et c'est ça le message du livre, c'est-à-dire de dire, avec la science, on peut étudier plein de choses, mais quand on commence à entrer dans une catégorie de phénomènes, quand on touche à la conscience, qui est intimement liée à nous, eh bien, la science, c'est plus de son domaine. Là, il faut, pour pouvoir toucher, appréhender ça du doigt, il faut passer dans l'expérience vécue. Allez, la petite phrase, tous les deux là, la petite phrase qui vraiment dans ce livre vous a éveillé à quelque chose de beaucoup plus grand et qui pourrait nous faire du bien ce matin. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Une, allez. Petite phrase. S'il y en a beaucoup, donnez-en une au moins. Sylvie? Moi, il y en a une qui me vient, mais c'est pas forcément celle qui a... C'est rien n'est impossible à celui qui sait être celui qui est. Rien n'est impossible. À celui qui sait être celui qui est. Oui, alors, moi, je peux tourner un peu sur le même sujet. Il faut savoir s'ouvrir à l'infini des possibles. Ah, ça, j'adore. J'adore. Ça, j'aime beaucoup. Traduisez-moi cette phrase. Ce qui revient un peu au même, en fait, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Mais il y en a un, c'est Nicolas qui l'a dit. Finalement, ce potentiel infini qui est à l'intérieur de soi. Voilà, exactement. Et quand on touche à celui qui est, c'est pour nous la conscience globale. Quand on touche à ça, rien n'est impossible. Alors, on aimerait tous entendre sa voix dans le creux de notre oreille. Place à Kevin, c'est le courrier qui fait du bien. Alors, Kevin, on va vous entendre aussi, parce que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Alors, beaucoup plus sceptique, c'est Kevin. Vous en aviez parlé dans une émission, d'ailleurs. C'est un peu mon rôle d'être sceptique dans l'émission. Non, il n'y a pas de rôle, vous êtes vous-même. Allez-y, Kevin. Pour l'instant, en tout cas, on va revenir sur une rubrique un peu plus psychologique, terre à terre, avec un courrier qui nous a été envoyé par Aurélie, qui dit « J'ai toujours peur que mon compagnon me quitte. Comment faire pour me libérer de cette angoisse ?»
l'angoisse d'être quitté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, cette angoisse-là, dans des relations sentimentales. Est-ce que c'est un peu la même chose de j'ai pas confiance en moi un peu? C'est j'ai toujours peur de pas être aimé? Il y a ça dedans? Alors il y a souvent ça derrière, parce qu'en effet, ce qui est souvent à l'origine de cette angoisse-là, c'est qu'il peut y avoir chez une personne une blessure, quelquefois une blessure d'abandon, une blessure de trahison, des choses comme ça. Isa, vous êtes comme ça? Vous avez toujours peur qu'on vous quitte ou pas? Alors, mais pas du tout. Alors, non, avant j'étais comme ça. Maintenant, c'est tu es dans ma vie. Tu m'apportes un plus, c'est bien. Tu veux partir, la porte, elle est là-bas. Génial. Ah ben non, moi, elle est là, pourtant. C'est super d'être libre comme ça. Ah, mais ça crée une légèreté, un Exactement. confort. Hein. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont enfermées dedans. Et c'est même intéressant de voir un peu les signaux qui permettent de savoir si quelqu'un est enfermé dedans. Il y a des gens, par exemple, qui, parce qu'ils ont peur d'être quittés, vont toujours tester la relation. Et vous avez peut-être eu des relations comme celle-là, par contre. Ouais. Des gens qui vont vouloir vérifier que vous les aimez, vérifier que vous serez toujours là. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'en faisant ça, on finit par tellement tester la relation que ça finit par la détruire aussi. C'est-à-dire que la personne qui est en confiance dans la relation finit par avoir un soupçon, se dire, bah tiens, si on me teste, c'est qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est que les gens qui testent la relation finissent par créer ce dont ils ont le plus peur, c'est-à-dire qu'ils vont finir par être quittés la plupart du temps. Et c'est un cercle qui s'alimente en fait en permanence. Donc la grande question, c'est comment sortir de ça. Surtout que c'est presque une programmation. Après, on est en train de se programmer un avenir qui n'existe pas. C'est ça, oui. C'est le schéma répétitif de tout le temps vérifier. En fait, on crée nous-mêmes. La peur, en tout cas, a tendance à faire ça. Un peu. C'est de la prophétie autoréalisatrice, en fait. Ouais. C'est ça, de la prophétie auto. C'est un très joli nom pour dire ça. Waouh, j'adore. On peut le placer dans les dîners, ça marche. Hein. 2 points, plus Plus 2 points. simple. Alors, comment on fait? Et du coup, l'idée, c'est de se sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Pour ça, il y a besoin de comprendre que même si on est dans une relation et qu'on peut avoir ces angoisses-là, la personne avec qui on est n'est pas à l'origine de cette émotion-là. Souvent, cette origine, elle est beaucoup plus ancienne. Parfois même, elle remonte à l'enfance ou à la petite enfance. Quelquefois, c'est des peurs assez profondes, archaïques, qui existent chez certains êtres humains qui ont parfois manqué d'amour, de tendresse, de présence. Donc parfois, ça se joue même vraiment dans la petite enfance. Et ce qu'on peut faire pour se sortir de ça, en tout cas pour faire un pas pour se sortir de ça, après ça peut être un processus, mais déjà une première étape, ça serait de pouvoir dissocier finalement la personne qui nous amène cette angoisse-là et l'émotion. En fait, ce sont deux choses différentes. Il faut que notre esprit puisse le comprendre et puisse vraiment délier les deux. Vous nous donnez un exemple? Alors on va faire une petite expérience pour ça. Alors évidemment, cette expérience est surtout à faire si vous avez une personne dont vous avez la peur peut-être de manquer de présence ou si vous avez peur qu'elle vous quitte. Mais vous pouvez aussi le faire quelquefois dans une relation. Vous donnez à quelqu'un, peut-être, vous prêtez à quelqu'un une intention et vous sentez qu'en fait, il y aurait besoin de nettoyer un petit peu ça. Pour faire simple, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser la personne de qui vient cette peur. Et puis vous allez imaginer quelque chose dans cette personne, comme s'il y avait une émotion. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble une émotion, mais souvent c'est une couleur, quelque chose qu'on peut voir dans la personne. Et cette émotion, ça peut être justement la peur de l'abandon, ça peut être la peur d'être quitté. Visualisez cette personne et puis cette émotion dedans. Et tout doucement, vous allez dissocier les deux, comme si vous les sépariez, comme si on séparait deux choses qui au fait n'avaient rien à faire ensemble. Et vous allez voir que c'est comme si votre cerveau comprenait qu'en fait vous avez créé une association d'idées et que vous pouvez aussi défaire cette association d'idées. Puis enfin, dernière étape, c'est de regarder cette émotion et puis de se demander comment est-ce qu'on pourrait venir rassurer la partie qui est à l'origine de cette émotion. Parfois, on peut même repenser à nous, tel qu'on était peut-être à un âge un peu plus précoce, et imaginer qu'on vient comme prendre dans ses bras cette émotion-là pour simplement la rassurer. Quelquefois, ça devient une image de nous et on peut juste lui donner des mots rassurants, donner des mots apaisants. Et c'est un peu comme si on est apaisé une partie parfois assez archaïque de nous-mêmes qui était encore dans la peur et qui peut vraiment avoir besoin de s'apaiser. Il y a des gens qui ont besoin de verbaliser, dans ces cas-là, de reconnaître et de verbaliser. Je reconnais d'où vient cette émotion, je la verbalise, je la mets en mots, et ça peut aider aussi à cette libération. C'est beau, ce détachement finalement, hein, dans l'amour. Vous savez que je fais d'une autre manière, mais lorsque je vis ce genre de choses, des petits doutes intérieurs, c'est au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, c'est plutôt envoyer moi-même de l'amour à la personne. Et d'un coup, je me détache et je reprends ce rôle finalement d'amour. Ça, c'est dans vrai, les liens vous le faites d'amitié. tout le temps au quotidien en plus. Pardon? Non mais c'est vrai, vous le faites tout le temps. Non, mais c'est vrai un bon qu'on exemple. lâche quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'attente de recevoir, mais plutôt en donnant. D'un coup, on retrouve cette posture intérieure. Mais ça revient un peu au même, quelque part. Oui, et c'est vrai que dans les relations, parfois on prête à l'autre la capacité de nous donner tout ce dont on manque, alors qu'en fait, ça commence déjà par soi. ça. C'est un équilibre à trouver entre les deux. Donc si je récupère les chocolats que je vous ai offerts tout à l'heure. Ah là là, non, ça jamais. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça ne marche pas, non. Là, les chocolats, j'ai plus aucun sentiment, plus aucune émotion. Je pense qu'à ma tronche.
Allez, merci Kevin. Sylvie Détiolas, Clochard Fourier, vous restez avec nous en seconde partie de l'émission. Nous allons recevoir Nicolas Fraisse, un jeune homme doté de capacités extrasensorielles. Vous allez voir, c'est un cas d'école à l'Institut des sciences noétiques de Genève. On lui posera toutes les questions que vous rêvez de lui poser d'ailleurs. Hein. Et c'est tout de suite après une toute petite pause. Restez connectés. Hein. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nos invités sont un peu spéciaux. L'une est scientifique, l'autre est bien sûr psychothérapeute, on l'a vu en première partie de l'émission. Et nous recevons aussi Nicolas Fraisse, j'en parle depuis le début de l'émission, un expérienceur qui aurait des facultés extrasensorielles. Et ce matin, eh bien, on étudie les états motivés de conscience. Bienvenue, vous allez bien ? Toujours au top. Eh ben, c'est le moment en tout cas, parce qu'on va faire monter un peu le suspense dans cette école de X-Men, puisque là on a notre Strange Girl, c'est Isabelle Serre. Vous la connaissez ou pas, Nicolas Fraisse? Eh bien non. Elle a un peu les mêmes pouvoirs que vous, et c'est la guidance qui fait du bien. Bonjour à... Ah non, c'était... C'est son moment, il faut savoir que c'est son moment. Je chope toute la lumière et je la mange. Non, on va parler fierté pour cette fin d'année. Parce que ça y est, l'année se termine. Et très souvent, on peut confondre fierté et orgueil. La fierté, c'est une émotion qui est positive, qui nous permet de prendre conscience de nos réussites et de tout le chemin qu'on a parcouru. L'orgueil, c'est cette notion de place qu'on cherche à défendre et ou sinon à prendre aux autres, ce qui n'est pas très cool. Donc moi, je vais vous poser une question à vous et aux personnes qui nous regardent. De quoi êtes-vous fiers aujourd'hui? Ah, génial. Kevin? Là, ce qui me vient un petit peu, c'est dans le thème, c'est de contribuer à la recherche scientifique, notamment sur la question de l'hypnose et de ce qui est autour de ça. Bravo. Allez-y. Moi, je suis assez fier du livre que Est-ce que je pense que c'était là pour aider les gens à voir un peu plus clair. D'avoir réussi à le boucler, parce que c'était un énorme travail qui a pris plus de 5 ans, donc très fier de l'avoir fini cette année. Et on pense qu'il va aider. Moi, je suis fier de mon métier d'infirmier. Oh, Bravo. c'est beau. Et vous, Karine? De vous avoir tous autour de ma table. Merveilleux. Je vous invite à réfléchir à cette question et pour vous aider à y répondre, on va utiliser un animal totem que j'ai légèrement choisi par hasard, puisque c'est le cerf. Le cerf qui symbolise la fierté, le respect de soi, la confiance, l'impuissance et la spontanéité. Donc, vous, toujours au plateau et les personnes qui nous regardent, je vous invite à regarder ce magnifique cerf en image. Non, Karine, vous pouvez le regarder. Il est magnifique. Prenez le temps de le regarder en pensant à tout ce qui vous rend fier et qu'est-ce qui vous interpelle le plus sur ce magnifique visage du cerf. Est-ce que ce sont les bois? Est-ce que ce sont les yeux? Est-ce que ce sont les oreilles? Ou est-ce que ce sont les narines ou les naseaux? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Je répète, bois, yeux, oreilles ou les narines, les naseaux? Allez, on va vite. Kevin? Les yeux. Les yeux. Moi, c'est l'ensemble. Alors, Ça compte pas. Ça Les compte oreilles. pas, tant pis. Les Oreilles. Moi, les bois. Le bois. Je vais vous donner les messages associés. Donc, d'habitude, j'ai besoin d'expliquer, mais là, c'est pas la peine. On est entre nous, c'est bon. Parce qu'en fait, je crée de l'espace dans mon esprit pour accueillir des messages extérieurs. Donc, les bois. Tu as réussi cette année à t'ancrer, à t'organiser et à agir pour réaliser ce qui est important pour toi. Cela t'a demandé beaucoup de courage et de sacrifices, mais tu as avancé pas à pas. Tu vas recevoir de très beaux résultats pour le mois de décembre et de très belles opportunités. Dis oui à tout ce qui se présente à toi. Karine, vous allez me rendre les chocolats. Les yeux. Oui. Les yeux, on avait ici sur le... Génial. Donc les yeux, tu as réussi à regarder en face ce qui ne te convenait plus. Cela t'a demandé de mettre en place beaucoup de changements. Tu as réussi à exprimer tes besoins et tes limites. Pour cette fin d'année, il y a un vrai bouleversement personnel qui arrive. Tout va être positif. Cela va t'apporter beaucoup de joie et de bonheur. Eh ben dis donc, mais c'est une guidance de Noël, ça. J'adore. C'est la Pour fierté l'instant, de l'année. bon jackpot tous les deux. Exactement. Les oreilles, Ah oui, les oreilles. Tu as réussi à écouter ton intuition, c'est étonnant, et à faire confiance en tes ressentis cette année. Pareil, c'est étonnant. Tu as laissé ton âme te guider. Cela t'a permis de voir les choses avec plus de recul. Ton âme continue de te guider pour cette fin d'année. Elle t'invite à faire le premier pas et à oser aller vers ce qui compte pour toi. Fais-lui confiance, tout va très bien se passer. Super. Bien. Et les narines, personne sur les plateaux du coup? Eh ben, j'imagine que nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est très dur à dire. Bon,
Bref, Le dimanche matin. j'abandonne. Je vous fais des bisous, je vous embrasse, c'est tout pour moi. Tu as réussi à profiter de l'instant présent cette année. Tu as réussi à te détacher de tes obligations pour vivre pleinement ce qui se présentait à toi. Continue de le faire pour cette fin d'année. Tu vas vivre des moments incroyables. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes pour qui tu vas partager des sentiments très forts. Merci Isa, j'ai adoré cette guidance. Hein. Je vous Moi en je vais prie. dire oui à tout au mois de décembre. Hein. On va aller faire un petit resto. Voilà. Nicolas Fraisse, bienvenue. On vous retrouve sur la seconde partie de l'émission. Donc, vous êtes étudié dans l'Institut voilà, de la recherche sur voilà, des sciences noétiques à Genève, puisque on étudie vos états modifiés de conscience et ces facultés que vous avez développées au fur et à mesure, extrasensorielles. Quel a été le point de départ? Je veux tout savoir. Quelle est votre histoire? Comment vous êtes venu finalement à développer ces facultés? Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est plutôt un bienfait dans votre vie? Alors, moi, j'ai commencé, on va dire, depuis toujours, parce que j'ai toujours j'ai des souvenirs depuis que je suis enfant de faire des sorties hors du corps. À chaque fois que je m'ennuyais sur les bancs de l'école, au lieu de rêvasser, je rêvassais, mais j'allais voir ce qui se passait chez mes parents, j'allais voir ce qui se passait chez ma grand-mère. Toujours des endroits qui émotionnellement m'attiraient, envers des personnes qui m'attiraient. Et très rapidement, je me suis aperçu que ce que je voyais dans ces rêveries était réel. C'est-à-dire que j'avais vu mon père construire un petit muret en pierre, j'avais vu ma mère faire un certain type de gâteau qu'elle ne fait jamais à l'ananas, particulièrement, et j'avais vu aussi ma grand-mère tuer un des lapins que j'aimais particulièrement et qu'on avait mangé le soir même. Voilà, donc j'ai vécu ça pendant très longtemps, j'en ai un petit peu parlé, puis après je me suis tue parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'oreilles attentives à l'époque. Puis en 2006, j'ai fait la rencontre de ces deux compères qui cherchaient des cobayes pour une étude sur les états modifiés de conscience et plus particulièrement sur les capacités de sortir du corps. En fait, ils étudiaient les expériences de mort imminente à l'époque, mais comme c'est un peu compliqué de trouver des cobayes qui restent en vie suffisamment longtemps pour raconter ce qu'ils sont en train de vivre, ils ont préféré se pencher sur l'aspect sortir du corps qui existe dans les expériences de mort imminente, et donc trouver des personnes qui, sans se mettre en danger, pouvaient vivre ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'en 2006, j'ai intégré l'Institut de recherche en Suisse. Puis très vite, on est devenus des amis. Et très vite, en commençant à travailler sur ces sujets-là, eh ben, c'est comme si on ouvrait des portes. Et la conscience, j'ai l'impression que c'est un peu comme un muscle. Plus on le travaille, plus on a de capacité. Et donc c'est, en l'occurrence, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a développé en plus, justement? Parce que jusqu'à présent, c'était des sorties de corps. Donc ça veut dire que vous pouvez venir chez moi, en fait. Mais vraiment, vous pouvez décider et de voir chez moi. C'est vrai, vous pouvez faire ça? non. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous rassurerait le plus? Alors moi, vous savez, je suis déjà rassurée intérieurement, donc tout me va après. En théorie, oui. En pratique, c'est un peu compliqué. C'est mieux quand je connais le lieu. D'accord. Après, si je connais la personne, je peux me focaliser sur la personne et non pas sur le lieu. Et vous gardez quand même cette... je parle au conditionnel, hein, si vraiment vous faites ces sorties de corps, cette intégrité de quand même pas rentrer chez quelqu'un sans sonner. Hein. Moi, parfois, je sors de la douche. Oui, vous avez cette intégrité quand même. Depuis ces nombreuses années où je pratique ça, moi, je me suis forgé une éthique. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est ça. J'aimerais pas qu'on vienne me voir sous la douche. Ça dépend qui, mais en l'occurrence, c'est pas trop ce que je souhaite. Et donc, quelles sont aujourd'hui ces facultés? Donc les facultés qui se sont développées en travaillant avec Sylvie et Claude Charles, c'est des capacités de télépathie, des capacités de clairvision, de clairvoyance, et dernièrement, d'où l'idée du livre, Connexion, c'est la clairaudience. Et là, d'un coup, un matin, vous vous réveillez et vous entendez, enfin, j'extrapole un peu, Oui. vous entendez des voix? Pardon? Moi, je dis le réveil. Le réveil, vous entendez le réveil, vous vous levez? Waouh! Qui me parle? Alors oui, en fait, ça s'est arrivé vraiment subitement lors de tests qu'on faisait sur la clairvoyance, justement. Et
j'ai eu, comme le disait Sylvie tout à l'heure, j'ai eu un moment où une voix m'a dit « ça va pas assez vite ». Parce que lorsqu'on faisait ces tests, j'utilisais les capacités de projection, de clairvoyance, et j'essayais d'aller voir ce qui se passait dans l'enveloppe, en fait. Et le problème, c'est que il me faut du temps. Beaucoup plus de temps que si on me souffle les réponses. Donc, au final, des voix se sont mis à me souffler des réponses. D'après vous, ces voix, alors, si je mets de côté les études que vous êtes que vous avez en tout cas expérimentées dans cet institut, pour vous, ces voix, c'est qui? C'est quoi? C'est une voix intérieure, extérieure? C'est des guides, des êtres célestes? Alors, j'y mets pas de nom. C'est une voix extérieure, c'est-à-dire que je l'entends comme j'entends le son de votre voix. Ça a une tonalité, on va dire, multiple, c'est-à-dire qu'il y a autant des tons graves que des tons aigus. C'est un peu comme un ensemble de voix. Et ça vient vraiment stimuler mon oreille, comme si... Est-ce que vous sentez derrière une grande sagesse, quelque chose de très lumineux? Ou non, en fait, ça pourrait être finalement peut-être, je ne sais pas, un écho de cette âme intérieure? Alors, il y a une sensation quand même. Il y a une sensation de quelque chose de grand, de quelque chose de vaste, beaucoup plus vaste que moi. Je dirais même d'infini, si je puis dire. Après, moi, par principe, je ne mets pas de nom sur ce type de voix. Je sais pas d'où ça vient. J'ai une petite idée, je dirais qu'on va dire ça vient du grand tout. Voilà. Certains diront que c'est justement des êtres célestes ou des anges ou des guides ou autres. Voilà. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Mais vous paraissez. Et vous, c'est plutôt défunt? C'est pareil, il n'y a pas forcément cette recherche de savoir à tout prix qui c'est. Tant que le ressenti il est positif, j'ai envie de dire, on prend. C'est vraiment une question de ressenti. Il n'y a pas forcément ce besoin intellectuel. C'est davantage dans le cœur et dans le ressenti. D'ailleurs, quand on leur a posé la question aux 9, ils ne répondent pas souvent. Ils disent on est des ondes, on est des énergies. Ça reste quelque chose de très peu individualisé, d'assez abstrait, mais ils ne se définissent pas eux-mêmes. Kevin, vous aviez une question à poser? J'en ai plein. C'est vrai que moi, j'ai un regard qui est particulier sur ça. Et une question que je me posais, donc vous avez une démarche qui est scientifique. Et pour moi, il y a deux questions, en fait, elles se recoupent. C'est qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais voulu publier à un niveau vraiment scientifique, c'est-à-dire de produire de la recherche au niveau d'articles scientifiques? Et pourquoi avoir refusé qu'un mentaliste, c'est-à-dire un magicien qui peut contrôler les expériences aussi, puisse être présent quand il y a les expériences qui sont faites? J'avais lu votre premier livre et vous parliez de ça justement. Mais on n'a jamais refusé. D'ailleurs, on a travaillé longtemps avec un mentaliste. Mais du coup, ça n'a pas marché quand il y avait un mentaliste. Alors, ça n'avait pas marché, mais c'était pas avec Nicolas, c'était dans une ancienne expérience. Après, quand on a refait l'expérience avec Nicolas, c'était une question de financement. La fondation qui nous finançait n'a pas repris les services, surtout que on n'avait pas été spécialement content de comment ça s'était passé. Mais donc on n'est pas contre travailler avec un mentaliste. Et l'idée, c'était toutes les expériences autour des sorties hors du corps, c'était de les refaire en présence d'un mentaliste. Après, nous, on a eu des problèmes d'argent, on l'explique, ce qui fait qu'on a dû rendre notre local. On a écrit ce livre un peu comme en disant, c'est une bouteille à la mer, peut-être ça va interpeller des gens et que des gens vont venir nous apporter des financements, nous apporter des collaborations. Mais moi, j'ai des mentalistes qui m'ont contacté, je leur ai dit, bien sûr, on est d'accord. Et ils ont étudié nos protocoles. Moi, j'ai envoyé les protocoles, celui pour les sorties hors du corps et celui pour les enveloppes, et ils n'ont trouvé aucune faille. Personne n'a trouvé de faille jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est intéressant de proposer une expérience. Et pour répondre à votre question, on est tout à fait d'accord de publier, c'est juste que c'est extrêmement difficile. Enfin, nous, on voulait une publication qui soit sur les sorties hors du corps. Moi, je voulais vraiment une publication qui fasse date. Et là, on savait pertinemment que nos résultats n'étaient pas suffisants. C'est-à-dire qu'il fallait refaire avec une autre équipe. On est conscient de ça. C'est trop difficile. C'est trop révolutionnaire. Donc, ça mérite encore trop de... Et c'est très difficile, le milieu de la recherche. C'est un sujet, c'est un sujet quand même assez fragile. Et encore une fois, on parle au conditionnel. Ouais. En tout cas, oui, nous, on est parle obligés. toujours au conditionnel. Voilà. Toujours. Vous avez tiré 6 conclusions de vos entretiens. Alors, on ne va pas pouvoir tous les mettre, alors bien sûr, à la lumière de la science, ces conclusions. On ne va pas pouvoir toutes les citer. En revanche, il y a quelques assertions qui m'ont
qui m'ont fait sourire, parce que je trouve ça beau. La mort n'existerait pas. Ouais. Hein? Ce serait seulement un changement d'état de la conscience. Est-ce que vous voulez nous en parler? Parce que c'est plein d'espoir derrière, finalement. C'est rassurant. Alors, juste pour expliquer, on a regardé quelles étaient justement les assertions principales qui ressortaient de tous ces entretiens qu'on a menés. Quelles étaient les idées principales? Il y en avait 6, dont la mort n'existerait pas. Et puis, on a essayé de regarder si l'état actuel de la science peut envisager ça, si c'est très éloigné de nos théories, de nos théories actuelles. Puis, on s'est rendu compte que non, tout ce qui est dit dans ces messages est dans l'air, certains scientifiques en tout cas s'y intéressent, etc. Et puis il y a la question de la mort, qui est quand même une question qui n'est pas résolue, en tout cas, pour laquelle les expériences de mort imminente apportent quand même, moi je trouve, c'est pas des preuves, mais quand même beaucoup d'indices qu'il y aurait quelque chose. Et quand même, on a fait 50 ans qu'on les étudie, et ça fait 50 ans qu'on ne sait pas comment les expliquer. Donc voilà. Et ce qui était intéressant, parce que bon, nous, on a étudié les expériences de mort imminente depuis très longtemps, mais dans ces entretiens, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce qui est dit en général dans les NDE, c'est qu'ils racontent un petit peu qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que la mort n'est pas une fin, c'est un changement d'état de conscience. Et puis de l'autre côté, on va se retrouver dans des endroits différents selon l'état de conscience dans lequel on est avant sa mort. Donc ça rejoint le bouddhisme. Ça rejoint le bouddhisme, effectivement. Ça rejoint le bouddhisme. Et d'où l'intérêt justement de se préparer sa mort. Que le moment crucial, finalement, serait peut-être ce moment de la mort. Et d'ailleurs, les sages étudient d'abord la mort pour mieux vivre leur vie. C'est quand on comprend le fonctionnement de la vie, finalement, eh bien, on a un meilleur comportement humain. En tout cas, on a envie, ce désir de polir ses qualités humaines. Exactement. Vous êtes d'accord, Nicolas Fraisse? Oui, je suis plutôt d'accord. Oui. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant dans les entretiens, c'est que ça peut donner des indications après la mort, mais ça donne aussi des indications de vie. Ouais. C'est-à-dire, ça passe au-dessus de la mort. C'est quelque chose à prendre de son vivant et après la mort, éventuellement. Oui, c'est un peu comme si on irait se coucher, parce que notre corps est fatigué, et on se réveille. Et peut-être dans une autre dimension. C'est un peu ça qu'on pourrait peut-être le... Oui, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de coupure, ça donne du sens aussi à la vie. Si la mort n'existe pas, alors c'est quoi le sens de la vie? Donc ça force à se poser des questions, et on ne peut plus vivre de la même manière en sachant que ça va continuer, qu'on va devoir continuer à évoluer de l'autre côté. Est-ce que... justement, votre expérience de clairaudience, ces facultés, c'est plutôt pour vous... ça a changé votre vision du monde et la façon d'aborder justement la vie? Et si oui, lesquelles qui pourraient peut-être nous encourager? Alors oui, évidemment, ça a changé complètement ma vision du monde. Même si je vis ça depuis l'enfance, les sorties hors du corps, je prenais ça avant comme une capacité du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, à part les yeux, il a cette capacité peut-être à déchiffrer des informations ou des énergies dans un autre lieu. Puis en vivant des choses un peu plus poussées, comme par exemple les voix, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre en fait, que simplement le cerveau. Moi j'ai une formation à la base comptable, après je me suis reconverti en infirmier. Oui, vous aidez les autres. Oui, parce que je me suis tourné vers l'humain. Et grâce ou à cause de ses capacités aussi et du développement de ses capacités. Et c'est vrai que moi j'ai une démarche assez cartésienne. Et c'est aussi pour ça que ça marche avec Sylvie et Claude Charles. Et pour moi, oui, c'était une capacité du cerveau. Puis en entendant des voix qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, toutes mes capacités, c'était moi qui les provoquais. C'est moi qui allais voir, c'est moi qui pouvais entendre ce qui pouvait se passer dans la tête des gens. Là, c'est quelque chose qui arrive. Et là, c'est perturbant. Mais alors, encore une fois, qu'est-ce que ça peut vous amener en plus de votre vie quotidienne? Si vous me dites qu'au contraire, ça a changé votre vision de façon positive, dites-nous... En ce moment, c'est quand même, au vu de l'actualité, c'est quand même une époque un peu sombre. Hein. Comment garder, parce que j'imagine qu'avec cette connexion que vous ressentez, votre regard est plus coloré peut-être? Plus coloré, peut-être plus détaché aussi, dans le sens où on se dit que, au final, la matière, la matérialité, la vie qu'on vit et sur laquelle on attache beaucoup d'importance, est une infinité de la globalité.
Et c'est dommage d'utiliser toute son énergie, de focaliser toute son attention sur cette matérialité, alors que je suis intimement persuadé qu'il y a beaucoup plus. Et ça vous rend plus humain? Ça me rend Ou plus ça vous humain. détache? Non, ça me rend plus humain. Ah, Parce que je comprends. ouf. ce qui, Au moins, si voilà, encore une fois, si vraiment vous ressentez tout ça, au moins, le résultat est parfait. C'est surtout ça. Ça donne envie de partager. Et voilà, j'ai posé la question tout à l'heure à Sylvie Détiolaz et à Clotilde Fourier de savoir, voilà, de toutes ces expériences qu'ils ont entendues, etc., ou de ces voix qu'ils ont entendues à travers donc ces témoins, ces expérienceurs. Quelle était la chose qu'ils ont le plus peut-être encouragé? Vous, ce serait quoi? Moi, Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit, que vous avez entendu dans l'invisible? qui m'a marqué particulièrement. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, je ne me souviens pas particulièrement des phrases que je reçois. C'est-à-dire que j'écris rapidement, parce que c'est comme une dictée, et je ne les imprime pas. C'est un peu particulier. Mais on va dire que le sens global que j'ai retenu, c'est justement cette idée qu'il y a bien plus que la matière. Il y a bien plus que la matière. Et ça me... Vous voulez dire quelque chose, Isa? Je vous voyais acquiescer. On a dû parler. Non, mais c'est exactement ça. La transmission de messages, après, on ne peut pas répéter. Si quelqu'un, soit on n'écrit pas ou si quelqu'un n'écoute pas pour le répéter, c'est comme si on avait juste dit vas-y, j'ai soif. On ne se rappelle pas de ce qu'on a dit. C'est vraiment le canal, quoi. Ouais. Ça passe à travers vous. Exactement. Et je suis obligée de rebondir justement sur une des assertions qui est justement la conscience crée la matière. Créerait la matière. Hein? Ouais. Alors comment l'expliquez-vous? Ben, je l'explique, moi, je l'explique. Disons qu'on a vu que, par exemple, en science, on rebondit sur cette fameuse expérience des fentes de Jung, qui est très compliquée à expliquer, mais où on a pu mettre quand même en évidence, alors elle est sujette à caution, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur comment l'expliquer, mais c'est une très célèbre expérience de physique où on a l'impression que l'observateur joue un rôle sur l'apparition des particules sous forme corpusculaire ou si elles restent ondulatoires. C'est pour faire très très simple. Mais oui, plus simple encore. C'est-à-dire que Plus simple, oui. finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire quand vous dites la conscience crée la matière? De façon très pragmatique. L'idée générale, c'est que l'origine de tout, ce serait la conscience. La conscience serait à l'origine de tout, serait La le conscience, substrat. l'esprit, pour vous? C'est au-delà de l'esprit. C'est la conscience unique, c'est la conscience, la vibration d'origine D'accord. qui serait partout et elle créerait la matière. La matière serait un autre état qui vibrerait différemment de cette conscience. Mais Et donc, la conclusion, qu'est-ce qu'on doit retirer de cette assertion? Ça, c'est un chamboulement total pour notre... c'est un tel changement de paradigme. C'est-à-dire que je Et pourrais pense que- créer autour de moi ce que je c'est-à-dire visualise. que- C'est un peu ce qu'on appelle... La loi de l'attraction. Ça veut dire que ça nous remet dans un rôle beaucoup plus d'acteur. On n'est pas spectateur du monde, on ne le subit pas. On a un rôle, on participe à la réalité qui nous entoure. Alors, dans la mesure où on est avec plein d'autres consciences. Mais en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce que je veux comme monde. Voilà, je peux le créer matériellement, mais certainement, je peux déjà le créer. Mais en même temps, si on part sur... Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais si on part sur la loi de causalité, que finalement on se reprogramme, on répète ces schémas-là tout le temps, et qu'on visualise, qu'on y met des intentions, à un moment donné, on a envie de passer à l'action pour concrétiser finalement cette conscience. Ou ça va plus loin pour vous? Ouais, ça va plus loin. Nicolas, C'est-à-dire- oui, ouais. C'est-à-dire là, on aborde un sujet très complexe parce que le cerveau humain, il y a un moment donné, il a une limite. Il ne peut pas aller dans la compréhension intellectuelle. C'est à ce moment-là où on passe justement ce qu'on essaie de dire dans le livre sur le vécu même. Et dans ce vécu, on peut justement appréhender par le vécu toutes ces choses. Mais quand on en parle juste intellectuellement, c'est très limité, hein, parce qu'à ce moment-là, on peut remonter très très haut la notion du non manifesté, la notion du manifesté. Qu'est-ce qui fait que le non manifesté, à un moment donné, va se mettre en vibration
pour créer, manifester, etc., etc. Là, après, je vous avoue, hein, je vous entends, hein, Claude Fourier, mais je me dis, lorsqu'on étudie profondément, il faut savoir l'expliquer avec des mots simples. Tout à fait. Mais justement, mais à un moment, Et justement, on peut parce que si finalement on part sur, ben non, mais en fait c'est trop compliqué, donc, mais en fait nous on a envie que ça soit abordable. Voilà. On attend des scientifiques aujourd'hui qui vulgarisent un peu et qui puissent venir sur le plateau pour nous dire, aujourd'hui Karine, ça veut dire quoi? C'est que justement vous avez la capacité de ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être pour répondre à votre question plus clairement, est-ce que, en voulant peut-être rappeler ce que vous voulez dire, Claude Charles, c'est-à-dire que c'est pas simplement du vouloir, c'est pas je veux, c'est pas la méthode Coué aussi, je veux obtenir ça, je vais le créer, la loi d'attraction, des choses comme ça. C'est au-delà de ça, c'est entrer dans un autre état de conscience dans laquelle on touche plus à cette conscience globale et où là, l'intention va se matérialiser. Mais c'est pas dans son état de son petit moi conditionné avec nos peurs, nos attentes, nos jugements. C'est pas de cette partie-là qu'on peut être créateur. C'est une autre partie de nous. Donc c'est ça qui est plus compliqué parce que ça demande quand même un travail sur soi pour faire un peu ce ménage et reconnecter avec cette conscience plus... se désidentifier de ce petit moi. Il y a un très joli passage dans Le Petit Prince. On l'avait mis dans le premier livre. C'est quand le Petit Prince demande au pilote, dessine-moi un mouton. Et le pilote dessine un mouton, ça ne plaît pas au Petit Prince, un autre encore. Le pilote, à un moment, il en a marre, il dessine une boîte avec une petite ouverture, puis il dit, voilà, ton mouton est là-dedans. Le Petit Prince, il regarde, il dit, ah ben oui, exactement, et en plus, il est très mignon et il s'est même endormi. Et je trouve que ça résume totalement la réalité dans laquelle on évolue. Vous vouliez rajouter quelque chose, justement, Nicolas Fraisse, par rapport à ça, à que la conscience crée la matière? Alors, oui, je vais rajouter un petit quelque chose. Pour essayer de simplifier ma vision aussi de la chose. C'est-à-dire que notre conscience, la conscience personnelle qu'on a, le fait d'être Nicolas, c'est pas la conscience, c'est un point de conscience. Pour modifier le chemin de ce point de conscience, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur, prendre un peu de recul, toucher à la conscience globale, et là, ce point de conscience pourra suivre le chemin qu'on voudra, créer des choses dessus. Comment vous l'expliqueriez, Isa, Kevin, vous? Moi, je suis davantage dans la recherche de l'ancrage, de l'action et du bien-être de l'instant présent. Vraiment la voie du juste milieu. Et qu'après, s'il y a du plus qui est amené par d'autres énergies extérieures, c'est pour encore plus être là, ici et maintenant. Parce que le moment, il file vite, si on prend du recul. Eh oui, je suis d'accord aussi. Et tout se joue dans l'instant. Donc en fait, ça se rejoint. Parce que ce qu'on dit, c'est que en même temps, c'est dans l'ici et maintenant, ouais, sans attente, en étant complètement en adéquation avec l'instant, qu'on touche cet état de conscience, même sans s'en rendre compte, et que les choses peuvent changer. Donc on se rejoint. Est-ce que vous pensez, Kevin, qu'on a une vraie faculté de pouvoir avoir une sorte d'impact sur la matière? Je crois, oui. Déjà, sur l'idée que la pensée amène la matière, on a tous été un désir dans la tête de nos parents. Donc, ah, pas moi, je n'étais pas désirée. Malaise. Au moins, malaise. Mais qu'est-ce que je vous aime. Pardon, Kevin. Non, mais bien sûr qu'on peut agir sur la matière. Après, on peut y voir une explication métaphysique, ou on peut aussi y voir une explication de simple cause à effet. Mais notre action sur la matière, la preuve, on a transformé ce monde. Donc oui, bien sûr. Mais au point de se dire que même si on reste chez soi, le fait de changer un peu de vibration énergétique, on pourrait dire que c'est ça, si je ressens ce que vous dites, c'est de gorger son cœur, peut-être de plus d'amour, de cette connexion avec ce dont vous parlez, cette unité où on aurait un peu cette inséparabilité avec du microcosme à macrocosme, eh bien ça pourrait changer les choses tout en restant chez soi. Voilà. Exactement. C'est ça un peu, oui, on est et d'accord. ça peut se faire avec des très petites choses. Voilà. Se prendre du temps pour soi, dans le silence, se reconnecter à soi, dans la nature. Pas besoin de faire 10 heures de méditation, même simplement des choses très simples, mais il faut prendre le temps. Et là, se reconnecter à soi. Et ça, vous verrez tout de suite les changements dans votre vie. Ben oui. Kevin?
Oui, Kévinou. je pense que c'est forcément bien de faire ça. Après, si on passe pas à l'action, j'ai l'impression que ça nous confronte pas à la réalité au monde. Ah non, mais bien sûr. Il y a besoin des deux. Enfin, je te rejoins en tout cas là-dessus. Complètement. Oui. Après, c'est aussi une forme d'action, hein, parce que c'est pas rester chez soi dans le lit, mais c'est vraiment activer quelque chose. Et pourquoi pas à deux. Dans la On peut télécommande. peut-être aussi monter la vibration énergétique du monde. Après, si vous augmentez votre vibration, les autres le ressentent aussi. Donc, ça a un impact sur les autres. Alors, je présente à nouveau votre livre, Connexion, votre livre à tous les deux, Clotilde Fourier et Sylvie Detiolaz, Connexion, études sur les contacts avec l'invisible, des témoignages. C'est assez passionnant parce que vous allez quand même très très loin. Et en tout cas, ça nous ouvre. Qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, on peut aussi le prendre comme un beau conte de Noël. Exactement. D'ailleurs, on le dit, il ne faut pas nous croire. Oui, c'est ça. Nous, on dit ce qu'on pense à la fin, toute Oui, du livre, exactement. mais, Et vous allez toucher quelque chose avec des témoignages qui touchent en tout cas l'invisible. Regardez ce qu'il y a. Alors je donne d'autres assertions, mais je ne vais pas spoiler non plus tout le livre, mais il existerait une multitude d'autres dimensions, une infinité de mondes. Il n'existerait qu'une seule conscience. Notre sentiment d'en être séparé serait une illusion. Ça, j'aime beaucoup. On vous retrouve Sylvie Detiolaz, j'ai du mal, Clotilde Fourier. Et bien sûr, Nicolas Fraisse, pour un événement assez extraordinaire. Ça sera au Grand Rex, le 1er juin 2024. Je crois que déjà c'est ouvert aux inscriptions. On va voir l'affiche. On vous retrouvera pour des expériences extraordinaires. Donc là, on a Thomas Dassembourg, il y aura Fabrice Middahl, qu'on reçoit d'ailleurs la semaine prochaine, qui viendra nous conter quelques légendes. Et Françoise Nallet, Anne Tuffigo, etc., etc. Alors, si vous n'êtes pas sur l'affiche, c'est parce que là, ce sont plutôt les acteurs qui vont faire des expériences sur le plateau. Et vous ne l'êtes pas. Non. Parce que vous avez décidé qu'aujourd'hui d'y être. Je sais que vous êtes timide et que vous n'aimez pas trop la télé et tout ça. Alors, vous avez vu, je vous ai pas mis en tant que bête de foire, etc. J'étais heureuse de vous avoir sur le plateau. En revanche, oui, dites-moi. On vous retrouve pas quelque part? Ah, mais oh là là, mais heureusement. Non, mais vous êtes... incroyable, vous êtes un peu le pilier doré avec Kevin sur le plateau. Ah oui, vous savez que je fais un peu le tour de la France pour venir vous rencontrer, c'est un bonheur. En bus. Et juste après, de là, Je serai embrouillée très bientôt. Je suis ravie de venir vous voir, vous pouvez pas savoir, mais vraiment. Et puis, je voulais quand même vous poser une question. Et là, sentez-vous libre, Nicolas Fraisse, de répondre ou pas? Parce que comme vous avez justement cette clairaudience d'entendre des voix, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Alors, ça peut être sur le plateau de quelque chose que vous ressentez à une personne, ou ça peut être aussi quelque chose de complètement collectif, ou non, vous n'avez pas envie, vous n'avez rien à nous dire? Si, j'ai toujours plein de choses à dire. C'est vrai? Mais là, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui vous vient. Non. Bon, vous viendrez dans la loge, on parlera 2 minutes ensemble. Et oui, je fais des invitations comme ça. Vous avez le droit. Alors, on a une petite tradition dans l'émission, c'est de tirer une petite phrase qui fait du bien. C'est un téléspectateur qui, vous pouvez tirer chacun une phrase. C'est donc, une petite phrase d'un auteur célèbre envoyée par un téléspectateur. N'hésitez pas à nous la lire et donner bien sûr le nom de l'auteur et du téléspectateur. Allez-y, vous commencez, Clotilde Fourier? Oui, alors moi c'est une phrase de Franklin Roosevelt. Il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Nicolas Fraisse. Qui c'est qui l'a envoyé? Et oui, c'est vrai, bravo. Ah, vous l'avez pas? Thierry Duvard. Ah, merci. Il fallait bien le dire. Un troisième pilier. Alors, se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. C'est Samuel Beckett, envoyé par Justine de Compiègne. Magnifique. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'est de Spinoza et envoyé par Eva de Charente. Merci. Mathéo des Hauts-de-Seine qui nous envoie une citation de Chuang Tzu. Avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Oh. Alors, je souris légèrement parce qu'il y a du vécu 1 heure avant l'émission. De toute façon, avec vous, il n'y a que des... Mais cette émission est magique, il n'y a toujours que des synchronicités, je trouve. Je rigole du coup de moi-même, pardon. Je vais prendre Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever après chaque chute. Oh. Et je suis tombée légèrement du trottoir ce matin, c'est de Confucius, envoyé par Félix de Bourgogne, qu'on embrasse. Et c'était ce matin, je ne savais pas, je pensais que c'était dans la semaine. Non, je suis tombée ce matin, ça m'arrive plusieurs fois. Incroyable. Et vous êtes là, courageuse, à braver les tempêtes et les obstacles. Pour vous. Ah, mon âme est remplie. D'ailleurs, tiens, c'est drôle. Toute âme qui s'élève élève le monde. De Gandhi. Oh là là, envoyé par Muriel du Nord.
Laure, que j'embrasse. Merci infiniment pour ce moment doux, précieux. Et là, je voulais vous demander quelque chose, mais c'est terminé en fait. Donc je vais vous dire au revoir. On va se retrouver très bientôt sur le Grand Rex, hein, bientôt au mois de juin. J'y serai, hein. Moi, tout le monde va venir d'ailleurs. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Attention, il est possible qu'on change d'heure. Hein, 8h45 ou 9h20. Regardez sur les réseaux sociaux, parce qu'on met tout sur les réseaux. Comme ça, vous savez à quelle heure on commence l'émission. C'est juste là, hein, des petits trous d'air pour la fin de l'année, mais en janvier, on réinstalle un rendez-vous. Et on reçoit Fabrice Midal la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de vous faire du bien. Beaucoup de bien. On en a besoin. Hein. Tout à fait. Merci. Merci. Namasté, je salue le divin qui est en vous. On adore dire ça. Merci en régie, hein, merci beaucoup.